Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit que vous nous êtes en train de suivre votre émission Réflexivité sur votre chaîne de télévision B1. Comment peut-on expliquer le chômage en RDC? On constate aujourd'hui que le taux de chômage atteint en RDC un chiffre effrayant de 84%, conformément aux problématiques rencontrées dans plusieurs pays en développement. Comment peut-on expliquer que ces pays aux multiples richesses minières et agricoles ne puissent pas répondre aux desiderata de la population qui croupit dans une extrême pauvreté? Nous avons le réel plaisir, une fois de plus, de recevoir dans ce beau cadre Carrefour Congo Culture du professeur Mova Sakanye, le professeur Guy Robert Silou. Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur Kambala. Comment peut-on expliquer le chômage en RDC? Pour se lancer dans une explication qui devrait nous permettre justement de mettre l'accent sur les enjeux d'une thématique aussi importante que celle-ci, il serait beaucoup plus intéressant de comprendre que lorsqu'on parle du chômage, on est sur un champ très très précis, c'est un champ purement économique. C'est vrai que aujourd'hui, nous avons différentes théories qui permettent justement d'expliquer... Les théories économiques. Les théories économiques, justement, qui permettent d'expliquer le pourquoi du chômage. Et on va se rendre compte que ce sont des théories qui s'opposent dans une certaine mesure, mais en même temps qui sont un peu complémentaires. Ce qui est important, c'est déjà d'expliquer les causes du chômage et après entrevoir aussi les conséquences de ce fléau qui n'est pas que économique, mais qui est aussi social. Ouais. Exactement. Ouais. Une fois qu'on a déterminé cela, on pourrait entrevoir, vous et moi, comment peut-on trouver des solutions permettant justement de dépasser ce genre de situation, parce que, comme vous l'avez notifié, le fait qu'il y ait un taux de chômage de l'ordre de 84%, c'est énorme, oui. Et derrière, les conséquences sont d'ordre économique, social, culturel et politique. Comment définir le chômage et comment les mesure-t-on, monsieur le professeur? Définir le chômage, je pense qu'il faudrait que nous puissions nous mettre d'accord. Un chômeur, c'est une personne qui est sans emploi, à la recherche d'un emploi et qui est prête justement à exercer un emploi. Lorsque on s'attarde sur les critères du Bureau international du travail, le BIT, et là on est souvent dans des comparaisons internationales, il y a 3 conditions qui déterminent et qui définissent ce qu'est un chômeur. Mais effectivement, la première condition, c'est être sans emploi au moment de la période de référence. Je pense que c'est vraiment cette condition sine qua non qu'on devrait retenir. Être sans emploi et ne pas avoir effectué un emploi, ne serait-ce que sur un temps relativement faible, parce que même si vous travaillez ne serait-ce qu'une heure, on considère que vous êtes un actif occupé. Et c'est là où, effectivement, le bas blesse, parce qu'on va se rendre compte, derrière, il y a des enjeux sociétaux qui sont tellement importants, d'où le fait d'essayer de dépasser cette définition. Vous voyez bien que le BIT est dans une logique comparative et qui se fonde sur, disons, les préceptes du libéralisme économique. Or, dans les sociétés, le fait d'exclure certaines personnes de ces fichiers du chômage, ça les empêche aussi, d'une part, de bénéficier des indemnités de chômage, et ces indemnités qui ne sont pas accordées dans notre pays expliquent, par exemple, ce taux de pauvreté qui est très important. Mais lorsqu'on parle du chômage, il faudrait que nous puissions comprendre tous que dans un pays, on raisonne par rapport à une population dite totale. Aujourd'hui, en RDC, selon les chiffres de la Banque mondiale, nous avons à peu près 90 millions d'habitants. Et ces 90 millions d'habitants représentent la population totale. Mais toute la population totale ne fait pas partie de ce qu'on appelle la population active. Lorsque vous avez ce concept de population active, il faudrait entendre qu'à l'intérieur, vous avez
une population active occupée, c'est-à-dire les travailleurs oui. Au moment de la période de référence, c'est-à-dire de l'enquête, oui. pour essayer d'établir justement ces statistiques. Donc vous avez une partie qui est constituée de la population active occupée et une autre partie de la population active dite inoccupée, oui. C'est-à-dire ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qu'on appelle donc les chômeurs. Oui. Comment mesure-t-on le taux de chômage? Et là, on a une formule très très simple, c'est la population active inoccupée sur la population active totale multipliée par 100, et donc le résultat il est en pourcentage, et ça nous donne donc la mesure du chômage. Et ce calcul est fait par quel institut, en France ou chez nous en RDC? Mais en principe, ici, le calcul devait être fait par l'ONEM. L'ONEM, oui, Office national de l'emploi. Ouais. Lorsqu'on est en France, effectivement, on n'a pas seulement à tenir compte de la définition qui nous est donnée par le Bureau international du travail, mais vous avez aussi Pôle emploi qui fait ce calcul, parce que derrière, là nous sommes sur les demandeurs d'emploi fin du mois, c'est-à-dire les personnes qui vont se faire déclarer comme étant à la recherche d'un emploi et étant prêtes à exercer un emploi, parce que derrière, ce sont des personnes qui vont bénéficier des indemnités de chômage une fois les conditions exigées remplies. Sinon, effectivement, vous sortez des listes parce qu'on peut être chômeur, découragé, et donc là, vous n'êtes plus du tout enregistré. Quand vous parlez des indemnités par rapport au chômage, vous faites référence à quoi? Lorsque je dis les indemnités qui sont versées aux chômeurs, qui sont donc à la recherche d'un emploi, lors d'une émission, nous avons parlé des différents risques sociaux. Être au chômage, c'est un risque social. Donc, lorsque vous êtes sans emploi, on ne peut pas imaginer la dite personne sans ressources. Ce qui devrait lui permettre quand même de rester accroché à la société au risque de connaître des phénomènes d'exclusion sociale. D'où le fait de verser pendant une certaine durée des indemnités de chômage, des indemnités qui restent dégressives, pour éviter aussi des effets désincitatifs au travail. Donc là, on est toujours dans cette réflexion, pendant combien de temps peut-on indemniser un chômeur au risque d'entraîner d'autres effets désincitatifs au travail. Donc il faut toujours arriver à trouver un équilibre pour permettre à la personne qui est au chômage de continuer à vivre, de manière décente, parce que là on est quand même dans le cadre du respect de la dignité humaine, et en même temps pas non plus le conforter dans cette posture, parce que ça risque d'être, comme je le disais, désincitatif au travail. Ce qui n'est pas le cas en RDC. Mais monsieur le professeur, comment les théories économiques expliquent-elles le chômage, et quels sont les différents types de chômage? La question que vous me posez permet justement de trouver le diagnostic. C'est-à-dire, ces théories économiques diagnostiquent la nature du chômage. Et en principe, par rapport au diagnostic qui est fait, ça permet de trouver des solutions à ce type de chômage. Et donc, de manière, une fois de plus, un peu manichéenne, on va présenter deux théories économiques, comme je l'ai dit, de manière duale, pour dire, voilà, vous avez d'une part ce qu'on appelle les théories dites libérales. Comment explique-t-on les théories libérales, c'est-à-dire la théorie classique du chômage? On le sait tous qu'en économie, nous avons un père spirituel, s'il faut le dire ainsi, qu'on appelle Adam Smith, donc qui a mis en évidence une théorie qui est suffisamment comprise par tous les étudiants ou toutes les personnes qui s'intéressent aux sciences économiques, qu'on appelle le principe de la main invisible ou l'allégorie de la main invisible. C'est-à-dire que l'intérêt particulier entraîne l'intérêt général. Et derrière ce credo libéral, c'est le laisser faire et le laisser passer. Ce credo libéral est l'œuvre d'un économiste qu'on appelle Vincent de Gournay. Donc le credo libéral, c'est le laisser faire, ne pas intervenir en économie pour éviter justement qu'il y ait des écueils, parce que lorsqu'il y a des interventions extérieures, le mécanisme de la loi de l'offre et de la demande qui s'applique sur le marché du travail risque complètement de paralyser la machine.
Et donc là, on est sur la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail. La question à laquelle il faudrait tout de suite penser, qu'est-ce qu'un marché du travail? Le marché du travail, c'est ce lieu où se rencontre l'offre de travail qui émane des ménages, c'est-à-dire des futurs travailleurs et salariés, et la demande de travail qui émane des entreprises. Lorsqu'on laisse cette fameuse loi de l'offre et de la demande s'appliquer, vous avez ce qu'on va appeler le prix du travail d'équilibre. C'est-à-dire, lorsque l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, en théorie, le prix devrait baisser. Oui. En revanche, selon la conjoncture, à un certain moment, comme le dirait Léon Walras, on est dans cet esprit toujours de la main invisible et en même temps avec cette idée de commissaire-priseur, la tendance va s'inverser. C'est la demande de travail qui peut devenir supérieure à l'offre de travail et là, les prix du travail, c'est-à-dire le salaire, augmentent. Et à un certain moment, par tâtonnement, toujours mu par cette idée de la main invisible, on finit par trouver un prix d'équilibre. Mais sauf que ce prix d'équilibre, c'est le prix du marché, sans intervention de l'État. Et en même temps, pour les libéraux, c'est-à-dire pour la théorie classique, le prix du travail, le salaire, est un coût. Parce que lorsque vous êtes employeur, et que vous avez embauché un salarié, son salaire doit être déterminé par la productivité marginale, c'est-à-dire la productivité de la dernière unité utilisée, c'est-à-dire du dernier salarié utilisé. Et là, nous sommes sur le plan purement théorique. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse le marché du travail s'autoréguler, on a un prix d'équilibre, mais ce prix d'équilibre, il est déterminé par ce qu'on appelle la productivité marginale. Dans ces cas, l'autorégulation du marché, l'État ne doit pas intervenir? En théorie, selon les libéraux, comme je l'ai dit tantôt, pour les libéraux, le salaire représente un coût. Parce que sur votre fiche de paye, vous avez tout en haut ce qu'on appelle le salaire brut. Autrement dit, bulletin de paye. Autrement dit, le bulletin de paye. Oui. Vous avez tout en haut ce qu'on appelle le salaire brut. Oui. Mais derrière, vous aurez aussi les charges sociales et les charges patronales. Lorsque vous additionnez tout cela, ça vous donne un salaire brut qui permet justement par la suite aux pouvoirs publics qui interviennent de défalquer ces charges sociales, mais je vais nuancer tout à l'heure, pour financer les caisses d'assurance chômage, par exemple. Voilà pourquoi le salaire pour les libéraux est un coût. Parce qu'il ne faut pas voir seulement le salaire en lui-même net qui se retrouve sur le compte du salarié. Derrière, l'employeur paye des cotisations sociales ou des charges sociales selon qu'on est libéral ou qu'on est keynésien ou interventionniste. Et donc ça, c'est la première théorie qu'il faudrait tout de suite avoir à l'esprit. Non-intervention de l'État pour faire baisser le coût du travail, parce que n'oublions pas qu'il y a un théorème de Schmitt, les profits d'aujourd'hui de l'entreprise vont constituer les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc, dans la théorie libérale, si l'entrepreneur, pour ne pas dire le boss d'une entreprise, escompte ne pas faire suffisamment de profit, il n'est pas prêt à embaucher. Mais il faudrait bien que le salarié qui est embauché puisse avoir une productivité supérieure au coût pour l'entreprise. Sinon, l'entrepreneur arrête tout ce qui concerne le recrutement. Ça, c'est une des premières théories. La deuxième théorie qu'on pourrait appeler la théorie keynésienne sur l'emploi, parce que John Maynard Keynes considérait que l'économie est souvent en situation de sous-emploi. Et pourquoi? Tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué le cas des libéraux, les libéraux considèrent que le salaire, c'est-à-dire le prix du travail, que le salaire est un coût. Mais John Maynard Keynes est beaucoup plus dans la nuance. Il dit la chose suivante, le salaire n'est pas seulement un coût, il est aussi un revenu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque vous versez un revenu qui est suffisamment conséquent
à un salarié, que fait-il? Il consomme. Et cela renvoie à une notion qu'on appelle la demande effective, c'est-à-dire la demande anticipée des entreprises. Chaque fois que les revenus augmentent, que font les entreprises? Les entreprises ont tendance à vouloir répondre à cette demande anticipée, cette demande effective, pour accroître leur production. Et dans leur réactivité, ces entreprises sont appelées à embaucher des salariés. Et donc, on se rend bien compte que penser le salaire, c'est-à-dire le prix du travail, comme étant exclusivement un coût, c'est une erreur. Une erreur dans la mesure où le salaire est aussi, d'où toujours le fait de faire cette nuance. Le salaire est aussi un revenu qui permet de consommer. Et lorsqu'on consomme, on évite le phénomène de surproduction. Et en évitant le phénomène de surproduction, les entreprises ont tendance à investir. Et en investissant, on acquiert en même temps le facteur travail qui est indispensable, c'est-à-dire le recrutement des salariés. Merci. Un marché de travail insuffisant, flexible, un coût de travail trop élevé, une demande, une activité économique insuffisante, une offre et une demande de travail en inadéquation constituent les causes du chômage. Monsieur le professeur, comment expliquez-vous lorsqu'on est on touche un salaire, comme vous l'avez toujours dit, vous êtes payé au lance-pierre? Ça fait partie aussi des causes du chômage? Là, ça ne fait pas partie des causes du chômage. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai parlé de la théorie dite libérale. Les libéraux considèrent qu'il y a eu trop d'intervention de l'État dans le champ purement économique. Et comment est-ce qu'on intervient? Comment est-ce que les pouvoirs publics interviennent-ils sur le champ économique? Vous avez par exemple une durée légale de travail qui est fixée par des autorités administratives. Vous avez par exemple un salaire minimum interprofessionnel de croissance que ici en RDC on continue à appeler SMIG. SMIG, oui. Bon, la petite nuance, j'essaie quand même de préciser les choses. En France, parce que c'est un terme qui est purement d'origine française, le SMIG a été créé en France en 1950. C'est-à-dire le G qui représente le vocable garantie. Et dans les années 70, on a basculé dans une période dite de forte croissance. Le G a été transformé en C, c'est-à-dire que le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mais le salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est un prix du travail plancher. C'est-à-dire qu'on impose aux salariés, aux employeurs, pardon, de pouvoir maintenir un niveau de vie correct aux salariés, au risque justement de brader et de brider ce marché du travail, parce que à la seule différence, il faudrait comprendre que le marché du travail n'est pas un marché ordinaire. Derrière, vous avez des hommes. Hommes avec H majuscule. Il ne s'agit pas des marchandises, même si dans la théorie marxiste du travail, le patronat considérait justement le travailleur comme étant une marchandise. Mais l'homme, ça reste un homme. Et donc derrière, il faudrait qu'il y ait une certaine considération. D'où les interventions des pouvoirs publics. Et donc le SMIG, comme on l'appelle ici en République démocratique du Congo. Salaire minimum intergaranti. Garantie, interprofessionnel garanti. C'est un prix plancher. Et donc là, vous voyez bien que si l'employeur peut vous rémunérer en deçà de ce prix plancher, il ne peut pas. Parce que là, il y a une loi qui intervient et vous êtes susceptible de porter plainte. Parce que là, il y a des vices qui sont sur le tapis. En dehors de SMIG, mais vous avez aussi les congés payés. Et donc, toutes ces interventions des pouvoirs publics empêchent le marché de s'autoréguler. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène dit de mondialisation. Lorsque vous êtes un producteur en RDC, vous ne produisez pas que pour le marché local, pour ne pas dire national. Vous produisez aussi pour le monde entier, parce que derrière, il y a des exportations. Ce qui signifie que vous n'êtes pas en concurrence seulement avec les entreprises congolaises, locales. Vous êtes aussi, ou locales, vous les appelez comme vous voulez, mais vous êtes aussi en compétition, pour ne pas dire en concurrence, avec les entreprises étrangères. Or, selon les pays, les législations sociales ne sont pas les mêmes, et donc chaque fois que l'État intervient, il bride son marché local, pour ne pas dire son marché national. Et là, les libéraux ont trouvé une parade.
c'est le recours à ce qu'on appelle la flexibilité du marché du travail. C'est-à-dire que lorsqu'on dit la flexibilité, pour essayer de donner une définition, la flexibilité, c'est la capacité d'une entreprise à pouvoir s'adapter à la conjoncture. Et derrière cette flexibilité, vous avez ce qu'on appelle la flexibilité quantitative, c'est-à-dire le fait de recourir à des contrats qui sont purement atypiques. Parce que sur le marché du travail, lorsqu'on est rentré dans la période faste, dite des 30 glorieuses, on a connu un type d'emploi qu'on appelle, ou de contrat plutôt, qu'on appelle les CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée, à temps complet. Face à la crise des années 80, lorsqu'on a basculé dans des années dites des 20 piteuses, il y a eu justement cette réflexion qui a été menée par les libéraux, qui ont tout de suite compris qu'il fallait modifier les règles du jeu. Et là, on va basculer donc sur cette flexibilité en mettant en place des emplois qui sont dits atypiques. Et là, vous allez retrouver par exemple la flexibilité quantitative. Au lieu de proposer des contrats à durée indéterminée à temps complet, on peut vous proposer un contrat à durée déterminée. Et à temps partiel, vous avez les intérims qui vont commencer à intervenir et en même temps les licenciements qui ne posent plus tellement de problèmes parce que jadis, à une certaine époque, il y avait beaucoup plus de rigidité du marché du travail à cause justement de ces interventions des pouvoirs publics. Or, il s'avère que là, j'étais sur la flexibilité purement quantitative, mais vous avez aussi une flexibilité, dite qualitative. Et là, vous êtes salarié dans une entreprise, on ne va pas vous confiner exclusivement dans une tâche. Et là, on va parler, par exemple, en termes de flexibilité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle la polyvalence, multitâche. Donc, lorsqu'on vous embauche, c'est pas seulement pour un seul poste. Il faudrait que vous puissiez être vraiment polyvalent. Mais en même temps, il y a eu d'autres phénomènes qu'on appelle l'externalisation. Là aussi, on est dans la flexibilité qualitative. L'externalisation, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Tout à fait. Lorsque on est sur la sous-traitance, on cherche justement à se débarrasser entre guillemets d'une partie de la production qu'on sait moins bien faire. On va confier cette tâche à une entreprise spécialisée, mais tout en négociant le contrat. D'accord? Au moins comme ça, ça vous permet justement de ne pas être soumis à des contraintes internes. On externalise cette partie de la production. Et vous avez aussi la flexibilité salariale. Aujourd'hui, dans une entreprise, on peut, selon la conjoncture, négocier le type de contrat pour justement faire de telle sorte que les salaires puissent baisser à tout moment pour ajuster. Mais lorsque je fais allusion à ces deux types de théories, à la fois classique et, disons, la théorie keynésienne, ça nous renvoie à deux types de chômage que chacun de nous devrait retenir. Nous allons en parler bientôt. Mais monsieur le professeur, quelles sont les conséquences? Le chômage entraîne les conséquences à la fois économiques et sociales. Quand il y a perte du pouvoir d'achat, il y a les endettements aussi des ménages. Oui, l'endettement des ménages, ça, on va en parler tout de suite, mais les conséquences du chômage, pour essayer de rester dans votre question. Tout à l'heure, j'ai dit que, selon John Maynard Keynes, le chômage dit conjoncturel, ou disons le chômage keynésien, est dû à une insuffisance de la demande. Donc là, j'utilise le terme de chômage keynésien. Lorsque vous avez ce chômage keynésien, la demande devient atone. C'est-à-dire que la demande baisse. Lorsque la demande baisse, les entreprises, que font-elles? Elles suspendent la production au risque de connaître de la surproduction. Et en suspendant leur production, ça entraîne courant, cet acte, ça engendre systématiquement une hausse du chômage. Mais qui dit chômage dit aussi précarité derrière. Surtout que en RDC, et vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, lorsqu'on est au chômage, on n'est pas du tout indemnisé. Et donc c'est la pauvreté qui guette les citoyens congolais d'une manière générale. Et lorsque vous basculez donc sur l'autre pont, vous voyez bien que lorsque j'ai parlé du chômage keynésien, ça a une conséquence sur la croissance du pays. Lorsque vous appliquez la flexibilité, ce qui est une bonne chose pour le patron,
Tout à l'heure, j'ai utilisé un terme ou un théorème qu'on appelle le théorème de Schmitt, qui dit que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais sauf que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque l'employeur applique la flexibilité en allant chercher des emplois dits atypiques, les revenus des salariés baissent. Donc c'est la consommation qui baisse et derrière on retrouve encore le même phénomène. Et là je suis sur le plan purement économique. C'est-à-dire le fait d'avoir ces politiques dites flexibles, le fait de connaître le chômage keynésien, ça a des conséquences sur la croissance du pays, sur le plan économique. Monsieur le professeur, quels sont les différents types de chômage? Là, j'ai commencé déjà à évoquer cela. Vous avez ce qu'on appelle le chômage conjoncturel. Ben, le chômage conjoncturel, nous avons connu une pandémie. Il y a eu un confinement qui était là. Et donc, on se rend bien compte avec cette histoire de la Covid-19. Les entreprises ont cessé leur activité de production. Cette cessation d'activité a engendré particulièrement RDC quoi? C'est le licenciement ou le chômage partiel de plusieurs individus qui n'ont pas été rémunérés pendant un certain temps. Donc là, c'est vraiment la conjoncture qui explique cette situation de chômage. En principe, lorsque vous connaissez un chômage dit structurel, dès que la crise, peu importe la nature de cette crise, lorsque cette crise est derrière nous, en principe, le marché devrait recouvrer sa tonicité et en même temps essayer de repartir à la hausse, c'est-à-dire embaucher au maximum et donc réduire ce taux de chômage. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans plusieurs pays occidentaux. Vous regardez l'exemple de la France, c'était un chômage beaucoup plus conjoncturel et aujourd'hui, grâce à la politique qui a été menée par Monsieur Macron, c'est-à-dire avec son quoi qu'il en coûte, même si ça peut avoir d'autres conséquences, mais cela ne nous intéresse pas par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, le fait d'avoir pris en charge le chômage partiel à hauteur de 84%, c'est-à-dire c'est l'État français qui versait ses revenus aux salariés pour essayer justement de pallier cette situation purement conjoncturelle, on se rend bien compte que la France s'en sort relativement mieux. Là, on est sur de ce qu'on appelle le chômage conjoncturel. En revanche, lorsqu'on est sur le chômage structurel, et là ça devient beaucoup plus complexe, pourquoi? Lorsqu'on est sur le chômage structurel, on a généralement une inadéquation entre la formation du capital humain et les besoins des entreprises du moment. Et ça, c'est un chômage qui est beaucoup plus pernicieux, c'est un chômage qui est beaucoup plus difficile à résoudre pour la simple raison que ça nécessite souvent une reconversion. C'est-à-dire, ce sont les structures de l'économie qui ne sont plus du tout. Voilà. Là, il faut penser aux qualifications des salariés. Lorsque on a connu, par exemple, le phénomène de désindustrialisation dans des pays occidentaux, le fait que ces pays occidentaux aient délocalisé leurs industries dans des pays émergents et autres, il a fallu que ce qui était du secteur secondaire soit déversé, par exemple, dans le secteur tertiaire. Et là, il fallait qu'il y ait donc quoi? Des périodes de formation supplémentaires pour une reconversion. Et cette reconversion, ça prend des mois, voire des années. Et donc ça, c'est un chômage qui est beaucoup plus difficile à combattre. Si je veux résumer les choses pour essayer aussi d'être explicite, parce que les téléspectateurs, téléspectatrices qui vont nous suivre ont aussi des connaissances en économie, ils pourraient, rétorquer qu'on n'a pas que ces deux types de chômage. Là, je suis sur les deux grandes catégories de chômage, mais on peut connaître ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est ce temps-là qu'on passe entre le fait d'avoir perdu son emploi et le fait d'en retrouver un autre. Celui-là, c'est un chômage qui est tout à fait ordinaire, naturel, et donc il disparaît assez Il y a même le chômage saisonnier. Il peut y avoir de chômage saisonnier. Ça, c'est par exemple dans le cadre des pays où le tourisme est très
ancrées. Par exemple, pour ceux qui vont skier, Oui. là je bascule de l'autre côté en France. Ben effectivement, si vous êtes un travailleur qui est concerné par les stations de ski, Oui. mais la neige, on n'en a pas 12 mois sur 12. Oui. On en a sur une période. Oui. Et sur cette période-là, effectivement, les recrutements se font à l'appel. Oui. Une fois la saison hivernale derrière, ben effectivement, ces métiers-là s'estampent. Et donc là, on est beaucoup plus sur les intermittents. Oui. C'est la même chose lorsque vous avez, par exemple, les intermittents de spectacle. Oui. C'est souvent l'été, avec le tourisme, que c'est... les gens-là peuvent Merci s'engager. beaucoup, monsieur le professeur. Comment peut-on expliquer les chômages en RDC? Nous avons reçu pour vous le professeur Guy Robert Silou, qui est habitué de cette émission. Pour lutter contre le chômage, il y a aussi l'entrepreneuriat. Comment expliquez-vous l'entrepreneuriat et qui peut devenir entrepreneur? Et là, je pense que c'est un sujet crucial que vous évoquez parce que en ce moment, tout le monde ne jure que par l'entrepreneuriat. Ouais. Ce qui est une bonne chose en soi. Mais sauf que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Pour devenir entrepreneur, il y a certaines... Pourquoi? Mais parce que ça nécessite quand même beaucoup de prise de risque. Oui. Et que tous les individus ne sont pas prêts à prendre ce type de risque. Un investissement, c'est un détour de production. Et investir, c'est faire un pari sur l'avenir. Lorsque vous voulez devenir entrepreneur, il faut être suffisamment aguerri. Il faut suivre une formation. Oui. Parce qu'en même temps, il y a entrepreneur et entrepreneur. Je peux devenir auto-entrepreneur, Oui. c'est-à-dire devenir responsable, indépendant, Oui. c'est-à-dire gérant une TPE, c'est-à-dire une très petite entreprise. Oui. Mais je peux devenir aussi entrepreneur en gérant, par exemple, une PME, c'est-à-dire petite moyenne entreprise. Et en même temps, s'il s'agit des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, là où il faut beaucoup d'argent, c'est-à-dire un budget, pour ne pas dire un capital social, pour rester vraiment dans le vocabulaire économique approprié, il faudrait un capital social beaucoup plus conséquent. Il faut aller chercher des crédits. Or, lorsque vous allez demander un crédit en RDC, vous savez bien qu'il y a les tribulations de toutes sortes qui vous empêchent justement d'obtenir cela pour que vous puissiez vous lancer dans votre affaire. Donc, ça nécessite quoi? Aussi, vous savez, Monsieur Kambala, les économistes ont pendant longtemps ignoré le sens même de l'entrepreneuriat. C'est un économiste qu'on appelle Joseph Alois Schumpeter, qui a beaucoup plus réfléchi sur l'entrepreneur, mais cette fois-ci, il rajoute quand même un autre substantif derrière. Il parle en termes d'entrepreneur innovateur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur innovateur? C'est celui qui arrive justement non seulement à concevoir ou à mettre en projet quelque chose qu'il a dans sa tête, mais en même temps, il cherche à innover. C'est quoi une innovation? C'est une application économique et commerciale d'une invention. Et cet entrepreneur innovateur est la dynamique du capitalisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être entrepreneur si vous n'avez pas cette imagination fertile. Imagination fertile. Et là, derrière, vous allez mettre en place ce qu'on appelle des innovations. Et ces innovations sont aussi de deux ordres. Vous avez des innovations majeures et d'autre côté, vous avez des innovations dites mineures. C'est là où je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, même si le slogan du gouvernement, c'est de faire de tout Congolais millionnaire. Je ne sais pas si c'est en francs congolais ou en dollars, mais c'est pas... C'est en dollars. C'est en dollars. Bon, ben écoutez, donc ce n'est pas la portée de tout le monde parce que là, derrière, il faut prendre des risques. Et derrière cela, il faudrait qu'il y ait, par exemple, la mise en place des microcrédits, comme ça a été fait en Inde par un prix Nobel d'économie qu'on appelle l'économiste Yunus, qui est donc d'origine indienne, qui avait mis en place justement des microcrédits pour essayer de faciliter l'émergence d'une catégorie sociale complètement différente qu'on va appeler des petits entrepreneurs. Et ça, c'est à faire peut-être dans notre pays si on veut y arriver. Monsieur le professeur, vous avez parlé de qui peut devenir entrepreneur, mais pourquoi l'inefficacité du marché de l'emploi en RDC? Quels sont les freins à l'embauche alors que le prix du travail est très faible en RDC? Alors là, nous sommes dans un contexte
qui est assez paradoxal. Mais en même temps, c'est un cas d'école qui est très intéressant parce que ça permet, dans une certaine mesure, de contredire un peu cette théorie libérale qui part du postulat que le prix du travail, c'est-à-dire le salaire, est un coût. Oui. Et donc, par conséquent, c'est un frein à l'embauche. Or, il s'avère que, vous avez repris cette expression, le salarié congolais est rémunéré au lance-pierre. Lance-pierre, ouais. Donc, en principe, ça devait faire de telle sorte que le taux de chômage soit très, très faible. Or, il s'avère que, en République démocratique du Congo, en dehors du secteur minier qui n'est pas prêt justement à englober toute la masse salariale, pour ne pas dire toute la main-d'œuvre congolaise, le secteur secondaire a été complètement galvaudé. On a basculé systématiquement sur le secteur tertiaire. Or, sur le secteur tertiaire, la productivité est très faible. C'est pas moi qui le dis. Vous avez la théorie de la stagnation séculaire avec Robert Gordon. Vous avez aussi l'économiste Robert Solow avec effectivement aussi sa loi qui stipule que les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de la croissance. C'est-à-dire que la productivité dans le secteur tertiaire aujourd'hui s'est amoindrie. On est dans une stagnation séculaire. Les innovations auxquelles je faisais allusion ne sont pas présentes en RDC. Et donc, par conséquent, le taux de chômage ne peut que flamber. Et donc, le prix du travail n'est qu'un critère pour expliquer le chômage, mais ce qui n'est pas le cas ici en RDC. Et une raison supplémentaire, c'est un manque d'investissement. Ouais. Les investisseurs ne sont pas au rendez-vous parce que les institutions congolaises sont dites extractives. C'est-à-dire qu'on a deux types d'institutions. Vous avez des institutions qu'on appelle inclusives. Les institutions inclusives favorisent justement les investisseurs en lançant des signaux qui sont tout à fait positifs. Venez chez nous, vous allez trouver des règles formelles et informelles qui permettent justement des interactions entre les individus. C'est ça la définition d'une institution. C'est-à-dire les règles tant formelles qu'informelles qui permettent aux individus d'interagir. Or, il s'avère que en République démocratique du Congo, il s'agit des institutions dites extractives qui empêchent justement le fonctionnement de ce marché du travail parce que derrière, les investisseurs ne sont pas au rendez-vous pour la simple raison que nous avons mis en place des dispositifs qui ne sont pas clairs, pour ne pas dire qu'ils ne sont pas du tout respectés. Oui. Le droit de propriété et ainsi de suite. Monsieur le professeur, vous soutenez que la fiche de paye est l'ennemi de l'emploi? Non, moi je ne vais pas soutenir cette thèse. La fiche de paye ne peut pas être l'ennemi de l'emploi puisque je vous ai dit, la fiche de paye ou le salaire n'est pas seulement un coût, c'est aussi un revenu. Donc le fait de ne pas rémunérer assez correctement les salariés, c'est empêcher justement la machine économique de fonctionner à plein régime. Donc lorsqu'on rémunère les salariés congolais de manière indécente, et je pèse bien mes mots, c'est empêcher la machine économique de fonctionner pleinement. Et là, les gens vivotent. Notamment, ça empêche la consommation. Ça empêche la consommation, ça empêche cette demande effective que j'ai évoquée tout à l'heure, et donc cette demande anticipée qui n'est pas du tout à l'ordre du jour pour les entreprises, d'où le fait de freiner les investissements. Et donc, la fiche de paye ou la feuille de paye n'est pas un ennemi de l'emploi. C'est tout à fait le contraire. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, qu'est-ce que les syndromes hollandais ou la malédiction des ressources naturelles? Quel est le lien avec le chômage en RDC? Ben, vous le savez tous, hein, lorsque on est en RDC, l'unique secteur qui nous rapporte des devises et qui fait la force de notre pays, c'est ce côté tant évoqué qu'on appelle le scandale géologique, sur lequel le peuple congolais se repose, mais qui ne profite pas du tout. Mais le syndrome hollandais, c'est le même phénomène que les Néerlandais ont connu à une époque, c'est-à-dire qu'ils avaient découvert du gaz naturel. Et les Néerlandais se sont focalisés sur l'exploitation de ce gaz naturel qui rapportait une rente. Et en délaissant complètement les autres ponts, pour ne pas dire les autres secteurs de l'activité économique. Mais c'est ce que nous faisons aussi.
C'est-à-dire qu'au Congo, avec nos ressources minières, toute l'activité économique se joue exclusivement sur ce secteur-là. D'où il faut la diversifier notre économie. Il faut diversifier notre économie. On ne peut pas se contenter exclusivement d'extraire les ressources naturelles que nous exportons en même temps à l'État, souvent brut. C'est-à-dire, ce sont des produits que nous vendons à l'extérieur à faible valeur ajoutée. Et lorsque les mêmes produits nous reviennent, mais ce sont des produits soit semi-finis, ou des produits finis avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Et donc là, on se retrouve avec une balance commerciale qui est complètement déficitaire, d'où les problèmes que nous rencontrons dans notre pays sur le niveau de change et ainsi de suite. C'est-à-dire que le syndrome hollandais, c'est-à-dire cette malédiction des ressources naturelles, malheureusement, le Congolais n'a pas retenu les conséquences de l'histoire. C'est-à-dire, c'est à nous d'y penser. Ça ne suffit pas d'avoir des richesses que nous avons aujourd'hui. Il faudrait diversifier notre économie pour justement permettre à ce que nous puissions recruter le maximum d'individus. L'économie informelle et des chiffres qui ne représentent pas la réalité. Quelles sont les raisons? Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que le taux de chômage en RDC est à 84%, là, nous sommes sur des chiffres dits officiels, mais en réalité, l'économie informelle a une place tellement prépondérante dans notre société, au point où cette économie informelle cache beaucoup de choses. Et là, nous sommes sur des estimations. On va se rendre compte que dans notre société, l'économie informelle touche à peu près 60%. 60%. Ce sont des chiffres qui sont donnés. Et donc, cela veut dire que lorsqu'on nous dit qu'un Congolais gagne 100 $, heureusement pour le Congolais, malheureusement pour les statistiques, ça ne représente pas la réalité. Parce que dans la réalité, le Congolais ne gagne pas que 100 $, il doit gagner peut-être 250 voire 300 $. C'est-à-dire que si officiellement il touche 100 $, en réalité, derrière, 200 $ proviennent de l'économie informelle. Oui. Parce que c'est cette économie qui fait tourner cette économie congolaise. Oui. D'où les dérives qu'il y a entre les chiffres officiels et la réalité. D'où le fait encore que je puisse revenir sur nos institutions qui sont purement extractives et donc qui empêchent le Congo de se développer. Tant qu'on ne va pas résoudre ce problème de corruption, tant que nous n'allons pas résoudre ce problème de l'économie informelle, effectivement, le taux de chômage va continuer toujours à rester à un niveau très élevé parce que ça ne reflète pas du tout la réalité. Aujourd'hui, on va préférer embaucher quelqu'un au noir que de l'embaucher de manière officielle. Tout simplement pour contourner l'assiette fiscale, parce que derrière, il y a des taux d'imposition. Lorsque vous embauchez quelqu'un, il faudrait bien qu'il y ait, et là je reviens sur la nuance qu'il y a entre les charges sociales et les cotisations sociales. Parce que les charges sociales représentent un coût pour les théories libérales. En revanche, dans les théories interventionnistes, on va raisonner en termes de charges sociales, pas seulement pour rester dans cette optique, mais on va parler en termes de cotisation sociale, parce qu'il s'agit des salaires différés. Je cotise aujourd'hui pour récupérer cela demain, lorsque je vais être malade, par exemple. On parlait des risques sociaux. La maladie est un risque social. Lorsque je suis retraité, je vais continuer à toucher parce que j'ai cotisé. Donc, charge sociale, c'est pour les libéraux. Cotisation sociale, c'est pour les interventionnistes. Comment peut-on expliquer le chômage en RDC? Ce sujet est ouvert à d'autres réflexions. Monsieur le professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de conclusion? Le mot de conclusion. La RDC est un pays, comme on l'a dit tout à l'heure, très très riche en ressources minières. Ce qui peut être considéré comme étant une bénédiction pour certains idéalistes, pour ne pas dire ceux qui sont ancrés dans la religion, ils vont dire c'est une bénédiction, oui peut-être, mais en même temps c'est une malédiction comme on vient de le démontrer avec ce syndrome hollandais qui nous frappe de plein fouet. Et je pense que là, les autorités gouvernementales, étatiques, n'ont pas encore saisi l'importance du chômage qui touche de plein fouet la population congolaise. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir souvent des marches
concernant la vie politique du pays, et là aussi, c'est aussi important. Mais il faudrait que, par exemple, les organisations syndicales au Congo puissent redevenir puissantes. Des véritables. Mais des véritables organisations syndicales, c'est-à-dire leur vocation de défendre les intérêts des salariés. Avec cette émergence des organisations syndicales, dans leur vitalité, ces organisations pourront agir et faire infléchir les gouvernements qui seront en place. Sans cela, le taux de chômage va continuer à flamber, et lorsque ce taux de chômage flambe, ce sont des révolutions qui sont en perspective. Lorsque je vois aujourd'hui, je scrute bien sûr la vie politique congolaise, l'ancien président de la République, et qui paraît être adulé aujourd'hui, alors qu'il était resté longtemps et il était vilipendé par tout le monde, le président actuel et son gouvernement qui ont du mal aussi à résoudre ce problème de chômage, il faudrait vraiment, de manière sérieuse, qu'on se penche là-dessus pour trouver des véritables solutions, parce que c'est une poudrière sur laquelle on est tous assis. Le chômage est une poudrière, les votes protestateurs peut être aussi une conséquence. Merci d'être venu, monsieur le professeur Guy Robert Silou, pour répondre à nos questions et participer à cette émission. Merci aussi à tous les spectateurs d'avoir suivi cette émission.